On y va. Est-ce qu'on m'entend? C'est Et comme ça. voilà. Comme ça, c'est bien. Bon, et ben voilà. Donc, Paul Marguerite de la Charlenie et Ursel dans la Grande Guerre. Comme l'a dit M. Thierry, la collection de Paul Marguerite de la Charlenie est présentée au musée du Pays de Laon, sa grande collection d'archéologie méditerranéenne. Et donc j'ai commencé à étudier ces archives qui sont au musée aussi. Et dans ces archives, j'ai trouvé, comme il est mort en 1921, j'ai trouvé effectivement ses activités pendant la Grande Guerre. Et j'ai trouvé dans ces archives des lettres de gens, de personnes d'Ursel, des notations sur ce qui s'était passé à Ursel pendant la Grande Guerre. Et puis, j'ai eu la chance aussi que la commune d'Ursel ait sauvegardé et me permette d'étudier ces archives de cette période, que j'ai pu compléter aussi grâce à la commune de Chambry, puisque les habitants d'Ursel y ont été évacués en 1917. Et enfin, l'historien Maxime de Sart m'a permis de compléter heureusement les informations par des éléments qui n'étaient absolument nulle part ailleurs. Ces archives de Paul Marguerite de la Charlenie ont été données au musée par l'Académie des sciences parce qu'elles ne comportaient pas d'écrits scientifiques. Comme vous pouvez le constater, elles sont extrêmement variées. Alors ça, je vais essayer de maîtriser la chose. Je vais prendre le lait. Bon, je vous la raconte. En plein milieu, il y a à peu près la page numérotée. Ce sont des copies de lettres sur papier autocopiant, plus ou moins lisibles. J'ai évalué leur quantité à en gros 12 500 pages. Je pense qu'il me reste encore un tout petit peu de travail. On a des écrits de lui. Des écrits de lui. Ici, il y a un écrit sur la Grèce, les rapports des Grecs et des Turcs. Des photos, des cartes postales. Un prospectus pour une croisière sur le paquebot Île-de-France, avec la représentation d'une cabine qu'il a occupée, ou sa petite sœur, des lettres, une photo de son père, des dessins de lui qu'il a fait en croisière, des comptes, des agendas où il indiquait ce qu'il faisait tous les jours, ce qu'il devait faire, et puis aussi ses comptes journaliers. Donc quelque chose d'extrêmement riche. Pour vous présenter Paul Marguerite de la Charlenie rapidement, il a changé de nom quand il n'a plus été industriel et il utilisait de la Charlenie, en 3 mots, qu'il pensait restituer du nom de la Charlenie avant la Révolution, pour tout ce qui était ses activités intellectuelles, artistiques et de chercheurs. Marguerite, c'est le nom de son père, de la Charlenie, c'est le nom de sa mère. Je viens de découvrir récemment que, en fait, le changement de nom de la Charlenie en un seul mot à de la Charlenie de Y s'est fait aux alentours de 1749. Je ne sais pas du tout pour quelle raison. Donc on a en haut à gauche le portrait de Paul quand il était industriel vers 1880 chez les de Violaine, les propriétaires de la verrerie de Voreau. Il a été très très ami avec Marie de Violaine, Madame Norbert de Violaine.
sa maison à Ursel et son usine, dont je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. En 1895, il fait construire la villa Carlonia à Nice, où son père mourra en 1900. Et c'est actuellement la Société des Arts, Lettres et Sciences des Alpes-Maritimes à qui il l'a légué, qu'il l'occupe, avec le consulat de Grèce, ce qui est une jolie coïncidence. En 1896, il s'installe à Paris, rue Bonaparte, dans un grand appartement de 6 pièces. Il ne sait pas encore qu'il y logera sa collection. Il a découvert la Grèce en 1898, commencé vraiment sa collection vers 1900, à la mort de son père, et on le voit ici en 1903, en scientifique, en archéologue, examinant à la loupe un de ses chers lécites. La photo, sans doute du paquebot Île-de-France à Venise, qu'il a emprunté pour ses voyages autour de la Méditerranée. Et en bas, les salles de la Charlenie aujourd'hui. Une partie des volumes de lettres de cette période, pour 14-18, malheureusement, a disparu. Et il est parfois un peu difficile de sauter d'une période à l'autre, car il mettait les lettres qu'il recevait, il les mettait dans le volume de l'année où il avait toutes ses copies de lettres. C'est bien quand on a perdu un volume de copies de lettres, on a très peu des lettres qu'il recevait. Mais heureusement, en 1920, il écrit à son amie Caroline Vidal, qui habite Antibes, où il lui fait un résumé, pas vraiment exhaustif, mais un résumé de ses activités pendant la guerre. En effet, il est ses amis du Sud, qu'il aime beaucoup, essayent de le consoler pour toutes ses pertes, pour ce qui lui est arrivé pendant 1920, pendant la guerre de 14-18, sans mentionner eux-mêmes les pertes qu'ils ont fait autour d'eux. Et ça le met dans une certaine colère. Et donc, il leur écrit: mais comme tous les habitants de ces heureux pays, vous ne pensez pas à ce qui nous est arrivé à nous, habitants du Nord. Vous ne savez pas que j'ai quitté brusquement en 1914 mon pays d'Ursel, et en abandonnant tout ce que j'y avais à la sauvagerie des Boches. À côté, la gare d'Ursel. Et effectivement, il arrive à Paris sans argent, les banques de laine étant fermées, et à Paris même, les banques refusaient d'en avancer, et il m'a fallu, là, quelque chose d'illisible que j'ai remplacé par lutter, pendant des semaines, tant pour moi que pour payer le personnel laissé là-bas. Étant arrivé à obtenir un peu d'argent, et se sentant malade comme d'habitude, il s'en va à Pougue. À peine à Paris en 1914, j'ai dû le fuir pour aller pendant 6 mois me réfugier au petit pays de Pougue. Pougue, c'est une ville d'eau de la Nièvre, où il était déjà allé en 1909, sans d'excellents résultats. Je pense que la raison de son départ à Pougue est la peur éventuelle de l'arrivée des Allemands. Beaucoup d'autres messieurs de situations financières et sociales proches de lui s'étaient réfugiés aussi à Pougue. Et à ce moment, Paul Marguerite oublie de signaler à son amie Caroline Vidal qu'il a réalisé son projet de musée de l'hellénisme. En février 1915, il rentre à Paris et il s'attache
a présenté son projet de musée de l'hellénisme, ce qui est la grande œuvre de sa vie. Et donc, il le présente devant l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, dont il est membre depuis 1903, le 1er juillet 1915. Et il est arrivé à réduire un projet de 200 ou 220 pages à 15 pages. Bel exercice. Et donc, ce projet présenté à l'association, il cherche à le promouvoir, il en fait la publicité, il en envoie des copies à tous ceux à qui il peut en envoyer, tous ceux qui peuvent être intéressés, tous ceux qui peuvent l'aider à mettre son musée en route. Il a évalué déjà à cette époque-là que pour réaliser le musée matériellement, il faudrait rassembler 1 million de francs. On est en pleine guerre. Évidemment, chacun lui dit que c'est vraiment pas le moment de faire ça. Aussi, il répond à M. Babelot, le conservateur du cabinet des médailles de l'époque, en septembre 1915. Il me semble en effet que même en guerre, on peut penser et préparer une telle chose, quitte à la réaliser après. Pendant la paix, on prépare la guerre, pendant la guerre, la paix. Le musée de l'hellénisme n'est pas un musée de trop, c'est une forteresse contre la culture avec un K, allemande, une machine de guerre. C'est la justification qu'il a trouvée effectivement, puisque tout le monde lui reproche de s'occuper de choses qui ne sont pas l'essentiel de la vie. Son projet rencontre tout de même des éléments favorables. Quelques personnes sont prêtes à l'aider financièrement, mais il constate vite qu'il ne pourra rien faire matériellement à ce moment-là. Il arrive à publier son projet tout de même. La revue des études grecques n'a pas de place, mais son ami Edmond Potier, conservateur du Louvre, au Louvre, lui fait une place dans la revue archéologique de la Société française d'archéologie, et il est publié dans le tome 2 de juillet-décembre 1915. La publication prend un peu de temps parce qu'on manquait de papier. Cette période passée, ayant constaté qu'il ne pourra rien faire de plus pour son musée, il part en octobre 1916. Il voyage en courtes étapes, le menant de Paris à Nice, en train, visitant les villes et les musées, et il arrive à Nice début janvier 1917. Il retournera à Paris en août 1917, et à Nice, il fait des travaux dans sa maison. Travaux qui évidemment sont difficiles parce qu'on manque d'ouvriers, parce que Paul est particulièrement exigeant. Donc c'est long et difficile, et pendant que les travaux sont menés, il loge à l'hôtel à Nice, particulièrement à l'hôtel de Rivoli, dont on a des factures de restaurant. Il est déjà assez malade et il ne mange à peu près que des légumes. Mais bon. Et je soupçonne qu'il y avait eu un incendie dans sa maison, mais c'est ce que j'ai cru lire, mais je n'ai trouvé de traces nulle part ailleurs. Comme les éléments de la période manquent, je ne peux pas savoir, mais c'est vrai que la maison était vraiment, il a l'air d'être vraiment en très mauvais état. De retour à Paris, en août 1917, il trouve Paris affecté par les bombardements qui ont lieu de 1917 et 1918, et qui le conduisent à mettre à l'abri sa collection à Sens, où son ami Edmond Féneux est conservateur du musée. Et
il y a plusieurs versions, mais je pense qu'on peut le résumer ainsi. Il a fait 10 voyages en train de Paris à Sens en pleine guerre, avec 4 colis chacun, contenant une partie de sa collection. Il faisait souvent debout. Il faisait emballer ses colis par un emballeur professionnel. Et il a laissé évidemment chez lui, à Paris, les marbres, les bronzes, les grands vases et les ivoires. Le retour se fera en partie en voiture en octobre 1919. On a tout à fait à gauche, en haut, la rue de Mézières, très proche de la rue Bonaparte, qui a été touchée par des bombes, et il y a eu beaucoup de bombes dans son quartier. Mais lui, plutôt que de descendre à la cage, il préférait s'installer dans un fauteuil et attendre de voir ce qui allait se passer. Et il dit à son ami, vous ignorez les angoisses des bombardements par avion et Bertha, les canons, qui ont fait que pendant presque toute l'année 1918, il n'ait pas pu manger. Il a perdu 10 kilos cette année-là. Et on trouve dans son petit agenda de la période ses dépenses pour ses voyages à Sens, l'hôtel, les billets de train, les voitures pour aller à la gare, les l'emballeur, etc. Et on trouve aussi des quittances de loyer d'un local qu'il louait à Sens et où il mettait sa collection. Il logeait, lui-même logeait à l'hôtel. Donc, retour de sa collection en 1919, et c'est le moment pour lui de partir à Laon pour rédiger son formidable dossier de dommages de guerre. Le 15 juillet 1920, il est à Laon, et il dit « Et maintenant, il me faut tâcher d'arracher quelque chose à nos gouvernants, pour tout ce que j'ai perdu à Ursel, tout y est détruit. » On a en bas à gauche une liste pour un de ces dossiers des documents qu'il devait rendre. Et en conclusion, à son amie Caroline Vidal à Antibes, il lui dit « Plaignez-moi de ne pouvoir aller vous voir, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais la possibilité et les forces. » Il est très très malade à ce moment-là du tube digestif et il mourra peu de temps après, en 1921. Toujours à Laon. Il a des correspondants de guerre, si je puis dire, au front des militaires. Il s'inquiète énormément pour tous ces jeunes hommes qui meurent à la guerre. Comme pour tout le monde, il en meurt beaucoup. Dans sa famille, chez ses amis. Et il entretient une correspondance avec un de ses petits cousins, Georges de Bost, qui est fusilier marin. La photo tout à fait à gauche, et qui reviendra de sa guerre avec 9 médailles, et qui lui raconte, tout autant qu'il le puisse, compte tenu de la surveillance des lettres, ce qui lui arrive. Et puis, il a aussi des relations proches avec les 2 fils du concierge de sa maison de Nice. Louis de la Tour a été porté et disparu le 4 mars 1916 devant Douaumont. Et on a connaissance de ce qui lui est arrivé en juillet 1916. Il est interné au camp de Stuttgart 2 et il sera libéré le 12 décembre 1918. Et Paul Marguerite, qui était quand même très ménager de son argent, lui enverra pendant toute sa captivité 10 francs par mois, pour lui permettre de s'acheter des choses. Chez lui, c'est
vraiment, c'était quelque chose d'important pour qu'il ait fait ça. Et son frère Jules de la Tour, le frère de Louis, reconnaissant aussi, lui écrit régulièrement et à la demande de Paul, et puis manifestement avec plaisir aussi d'écrire ce qui lui arrive, d'échanger avec lui. Et il le remercie d'envoyer quelque chose à son frère, et Paul lui répond: « Il m'a semblé qu'on pouvait trop venir en aide à nos malheureux soldats prisonniers, dont le sort est diablement triste et dont au train où vont les choses, on ne peut pas dire quand ils verront la fin de leur souffrance physique et morale. Je prends bien part à vos souffrances par ce froid rigoureux, mais peut-être pire pour votre frère qui se trouve entre les mains de l'ennemi. Encore a-t-il la chance d'être en Wurtemberg, les Allemands du Sud étant plus doux que ceux du Nord. » Il écrit ça le 16 février 1917. Il a connu les Allemands en 1870 et il trouvait à cette époque-là les Prussiens beaucoup plus raides que les autres, bien qu'il n'ait pas connu de Wurtembergeois. Et donc, cette part qu'il prend aux soldats, il la prend aussi au sort d'Émile Béger, qui est le fils d'une ancienne bonne à lui, Louise Béger, qui avait été hussard, qui était à la retraite depuis 1909 et qui s'est rengagé immédiatement en 1914 et qui est parti au front. Celui-ci se blesse, se casse une jambe et celle-ci ne se répare pas. Il est donc remis à la retraite avec une pension en septembre 1917. Et puis, à la fin de la guerre, il va s'installer à Châlons, où il reprend une cantine militaire, la gérance d'une cantine militaire, mais malheureusement, sa blessure n'est pas vraiment guérie. Il tombe malade et meurt assez rapidement. Ursel, dans la Grande Guerre, Ursel apparaît, comme je vous l'ai dit, dans les courriers de Paul, dans les archives des communes d'Ursel et de Chambry, et dans les écrits de Maxime de Sart. Pourquoi Ursel est important pour Paul? Eh bien, c'est parce que en 1868, Paul, sortant ingénieur chimiste de l'école des arts et métiers, reprend l'usine d'engrais chimiques et d'Alain, le colorant industriel d'Ursel. Il y sera, il y installera son domicile principal, donc il y est électeur. Il est aussi conseiller municipal, mais relativement peu actif. La mairie d'Ursel, avant les destructions de 14-18, en haut à droite. Et il fabrique donc des engrais chimiques qu'il perfectionne lui-même. Il fait beaucoup d'expérimentations, il publie énormément, il reçoit des médailles. En bas à gauche, les exploitations de ce qu'on appelait les cendrières, en fait, des carrières de lignite qui contiennent du fer et qui servent à fabriquer pendant très longtemps des engrais de fer, et puis qui seront perfectionnés donc par la suite par Paul. Son usine, et ce qui a permis aussi, tout à fait en bas à droite, ce qui a permis aussi
de faire fonctionner cette usine, c'est la construction de la gare vers 1866, qui permet à Paul de faire des allers-retours entre Paris et Ursel, et aussi par une ligne de chemin de fer d'envoyer ses productions. La mobilisation arrive, Paul est à Ursel, mais très vite il n'y a plus du tout d'argent. Les hommes sont partis, les banques ne sont fermées, et immédiatement il reçoit du maire de l'époque, M. Lecomte, une réquisition pour 2 chevaux. En fait, un seul partira, mais et il sera payé pour ce cheval en février 1915. Après avoir eu beaucoup de mal à trouver l'endroit où il fallait réclamer. Les débuts de la guerre, plus d'argent, plus de nouvelles. Le 24 janvier 1916, il écrit « J'ai dû quitter Ussel le 9 août 1914 pour chercher de l'argent à Paris, pensant y rentrer à Ursel. Les banques de laine refusant de délivrer de l'argent. » En fait, je pense qu'il n'avait aucune envie de rester là quand les Allemands arriveraient. Il reçoit très rapidement, à partir du 29 août, il n'y a plus, le courrier est arrêté et il reçoit en retour son courrier. Il recevra aussi une partie des lettres envoyées en 1915 d'Ursel, en 1919, avec une taxation de la poste qu'il a trouvée quand même assez exagérée, qu'on lui envoie qu'on lui fasse payer quelque chose en plus. Avant de partir, il fait des bons de salaire et des bons de pain pour ses ouvriers, qui ne seront pas utilisés car les gens ont besoin d'argent pour pouvoir se nourrir, payer leur nourriture, d'autant plus que évidemment les commerçants ne font plus du tout de crédit. Et il interroge une jeune fille, Marguerite de Banton, dont on reparlera tout à l'heure, qui était en vacances à Ursel chez une parente, sur si il a été possible de cacher quelques objets, et elle lui répond en fait les Allemands étaient là quand tout le monde à Ursel les croyait encore fort loin. Donc les Allemands, en fin de compte, on les attendait et ils ont mis un certain temps à arriver. J'ai rien trouvé de très clair. Je pense qu'avant, il y a eu beaucoup de mouvements de troupes françaises et allemands et qu'ils se sont installés vers le 11 septembre. Et en bas, on a les soldats allemands à la gare de Chaivet-Ursel, où ils resteront toute la guerre. Grâce au suivi des travaux agricoles et des événements qui a été fait par Charles Moyen, son contremaître agricole, et de l'aide de la fille de Charles Moyen, Andrea Visigny, on sait effectivement que les travaux agricoles ont cessé totalement le 11 septembre. À partir de ce moment-là, Charles Moyen, au lieu de noter les choses de façon assez régulière, comme d'habitude, se met à les noter de façon assez désordonnée, signalant on a enlevé le tapis, on a enlevé les chaudières, on a pillé l'avoine, on a pillé la luzerne, etc. Et la lettre d'Andrea Visigny, la fille de Charles le Moyen, est écrite à Paul vers
1919, je pense, il n'y a pas de date dessus, qui est une très belle lettre. Certes, Andrea Visini a perdu son orthographe et sa grammaire, mais elle a vraiment un sens du récit. Et c'est écrit de très jolie façon. Et elle décrit la façon dont les Allemands ont pris son père et ont cherché partout s'il y avait des choses à trouver, des armes, s'il y avait des soldats cachés, des choses à voler. Et comme ils ne trouvaient rien, ils ont mis son père, qui était quand même un homme passé 70 ans, ils l'ont mis entre 4 soldats en le menaçant de mort. Et elle raconte ensuite la mort de son père en avril 1915. Son père, croyant que la guerre allait s'arrêter, décide d'aller couper les joncs pour ne pas perdre une récolte. Il glisse et la hernie qu'il avait se noue et s'étrangle. Et il en meurt dans de grandes souffrances. Les Allemands à Ursel, on sait grâce à Maxime de Sart qui a fait une enquête sur ce qui s'était passé. Et en fait, l'autorité allemande a fait installer l'électricité, ce qui allait arriver à ce moment-là. Il y avait des discussions pour installer l'électricité dans les villages de l'Aisne, mais la guerre est arrivée et ça n'a pas été fait. Les Allemands l'ont installé pour leur usage. Les rues portent des noms germaniques et les maisons sont numérotées. On voyait encore après l'armistice, sur la façade en ruine de l'hôtel de l'Écu de France, une plaquette en bois portant en lettres noires von Lieberstrasse. Eduard von Liebert a été l'officier allemand qui était un lieutenant général qui était à Ursel. Et il avait occupé l'ancienne maison des vicomtes, tandis que son état-major était installé chez M. Natier, un notaire, et un conseil de guerre siégeait à la mairie. On voit le portrait d'Eduard von Liebert, qui était au moment de l'entrée en guerre en retraite, mais qui a repris du service. Et c'est quelqu'un qui avait fait des conquêtes en Afrique pour l'Allemagne. Et il écrit, Maxime de Sart écrit « Ursel ne cessera plus pendant 2 ans et demi de loger des troupes, les maisons n'y suffisent pas. » Évidemment que les maisons n'y suffisent pas, ils en ont détruites et brûlé un certain nombre au moment de leur arrivée. Et des baraquements s'élèvent sur la route de Soissons. Un commandant est le chef absolu du village. C'est un centre de ravitaillement important par le canal qui assure la jonction entre l'Oise, la Somme et l'Escaut, et la voie ferrée arrive des approvisionnements qui sont dirigés chaque jour vers le front, en même temps que les lettres et les paquets destinés aux soldats. Donc Ursel a une grande activité pendant toute cette période. On est en zone de front. Il s'agit donc de contrôler les informations. Et donc il y a des interdictions de circulation importantes. Par exemple, Armand de Hédouville, qui était maire de Chailvet et Royaucourt, écrit à Paul en août 1917, quand il a été évacué par les Allemands de Chailvet et rapatrié en France. Et Paul l'interroge sur ce qui s'est passé à Ursel et il lui dit qu'il est impossible, il n'en sait rien, les relations entre Ursel et nous étant impossibles, tout chemin gardé par de farouches sentinelles tirant sur vous au moindre prétexte. De la même façon,
Marguerite de Banton, qui était restée jusqu'en décembre 1916 à Ursel, lui dit que l'ancienne bonne de Paul, Louise Béger, qui était elle aussi qui habitait Ursel, n'a pas pu aller à l'usine de Paul parce qu'elle n'aurait pas eu le droit d'aller à cet endroit-là. La communication allemande, c'est aussi la Gazette des Ardennes. Et Armand de Hédouville dit « Après cette soumission absolue aux ordres brutaux des Boches, ce qui nous a été le plus dur a été la privation de toute nouvelle des siens et du pays. Pendant 3 ans, nous vions bien un sale journal rédigé par des Boches pour nous démoraliser. Mais il a produit le contraire et jamais, à l'étonnement des Boches, nous n'avons perdu l'espoir et même une certaine gaieté. » On voit un exemplaire de la Gazette où un fier soldat allemand montre ce que font les dirigeants français et Marianne aux petits Français qui se retrouvent sous les gratte bois. Pourquoi ce journal était lu, était regardé? C'est que les Allemands donnaient les listes des prisonniers. Pour quitter Ursel, quand on y était resté au moment de l'arrivée des Allemands, ça peut être extrêmement difficile. Ainsi, Marguerite de Banton, qui était en vacances avec 2 frères chez Eugénie de Banton, une de ses parentes, était attendue à Paris, était théoriquement partie d'Ursel vers le 15 avril 1915 et attendue à Paris vers le mois de juin, car il y avait, pour éviter la transmission d'informations stratégiques, ça mettait au moins 2 mois, le voyage mettait au moins 2 mois. Et donc, on les attendait avec espoir, et en fait, ils n'ont pas pu quitter Ursel. Ils ont écrit à leurs parents à Frouard, qui sont à Frouard dans la Meuse, qu'ils ont dû rester et qu'ils s'ennuient beaucoup. Mais on voit que Marguerite de Banton a pu quitter Ursel aux alentours du 11 décembre 1916 grâce à la carte d'alimentation de sa parente Eugénie de Banton, qui recevait de la nourriture pour 5 personnes du 26 mai 1915 au 11 décembre 1916, et à partir de ce moment-là, pour seulement 2 personnes. Donc les 3 enfants sont partis. Son voyage est très rapide puisque le 2 janvier 1917, elle peut écrire à Paul Marguerite pour lui donner des nouvelles de Louise Béger, son ancienne bonne, et de sa maison. Pardon. Donc elle a fait un voyage extrêmement rapide. Le rôle du conseil municipal dans ces conditions de guerre est un rôle délicat, difficile et tout de dévouement. La commune d'Ursel, les conseillers municipaux se réunissent chaque fois que possible, relativement régulièrement. Mais là, on a une convocation du jeudi 28 décembre, ou 1916, à 4 heures, heure française, ce qui est une forme de résistance, les Allemands ayant leurs propres heures. Armand de Hédouville caractérise bien cette situation. Je suis donc ici après 34 mois de rudes épreuves.
j'étais restée car Merge devait payer de ma personne et de fait, sauf une seule exception, tous les maires du canton ont fait comme moi. Après cette soumission absolue aux ordres brutaux des Boches, etc. En juin 1916, une perquisition chez un habitant d'Ursel, M. Lips, fait découvrir une arme chargée. Celui-ci a la chance de n'être condamné qu'à une amende. Il aurait pu aussi bien être exécuté ou envoyé en camp de travail. C'est le conseil municipal qui paye pour lui contre le dépôt de son livret d'épargne. Le conseil municipal paye aussi la nourriture des personnes qui ne le peuvent pas. Ainsi, il y a, à partir d'octobre 1914, un prisonnier à la mairie, M. Mouret, qui vient d'une autre commune et qu'il faut nourrir. Et c'est le boulanger qui prend en charge sa nourriture. Cette situation difficile entraîne des soupçons divers de vénalité, de collusion avec l'ennemi et beaucoup de colère. Monsieur Lecomte, le maire, est obligé de faire écrire une lettre par le commandant von Gaffer confirmant qu'il n'a pas touché d'argent des autorités allemandes. Le 28 décembre 1916, Monsieur Lecomte, le maire, et les autres conseillers sont agressés et injuriés par le pâtre communal, qui reçoit un blâme, mais le conseil municipal sursoit aux mesures méritées et affiche cet avis. On peut comprendre peut-être que le pâtre communal était en colère, puisque on s'aperçoit que, comme tous les autres personnels communaux, ces salaires de 1914 ne seront payés qu'en 1919-1920. Il y a aussi des bruits qui courent. Par exemple, Marguerite de Menton écrit à Paul Marguerite que la maison Paquin est une des mieux conservées de tout le pays, et si vous avez des soupçons de ce côté, vous n'êtes pas le seul à Ursel. C'est en fait tout simplement que la maison est occupée par les Allemands, elle sera détruite par la suite comme les autres. Il faut nourrir les populations, et donc la commune adhère à la commission for Relief in Belgium, en cours CRB. Cette commission a été créée par Edgar Hoover, futur président des États-Unis, par les Hollandais qui étaient neutres et par des Espagnols. Cette commission commence par agir en Belgique, qui est sous administration allemande civile, et pour pouvoir agir dans les zones occupées qui sont pardon, je ne sais plus où j'en suis, voilà, qui sont sous la domination de l'armée allemande. La CRB, bien que ce soit elle qui ramène toutes les denrées, la CRB ne peut pas agir. Et donc c'est ce qu'on appellera la Commission pour le Nord de la France qui gère ces problèmes-là avec l'armée allemande. Puisqu'on a une zone d'occupation en gris, et puis la zone des armées
qui sont là où se passent encore les zones de front. Ce qu'on continue quand même à appeler la CRB est répartie en fait en unités administratives de plus en plus petites qui occupent le territoire pour arriver à la distribution des denrées dans les communes. Ursel dépend au début de ce qu'on appelle la région d'Anizy, puis celle d'Athi et parfois de celle de Laon. Cette distribution des denrées, du ravitaillement, est payable à la fin de la guerre. Néanmoins, toute personne qui gagne un peu d'argent doit payer ce qu'elle peut pour se nourrir. Mais évidemment, les chefs de ménage souhaitaient garder un peu d'argent pour un cas de nécessité, pour un cas où ils seraient rapatriés pour pouvoir se nourrir sur le trajet, etc. Mais l'autorité allemande indique à la CRB que celle-ci doit absolument se faire payer le maximum possible, que sinon ils supprimeront le ravitaillement pour tous. La menace est efficace et les recettes augmentent. La situation financière de la commune d'Ursel en 1914 est déjà difficile. Paul Marguerite a fermé son usine en 1900 et de 665 habitants, la commune est passée à 435 en 1911 et 420 en 1914. La commune n'a pas de revenus, a peu d'espoir d'en avoir, et donc elle essaye de persuader l'autorité allemande de l'épargner, mais ça ne marche pas. La CRB propose aux différentes communes de faire un emprunt pour payer les denrées. Ursel refuse, considérant qu'elle ne pourra jamais rembourser cet emprunt. Elle est prudente aussi pour l'émission de bons communaux. Elle n'émettra pas cette monnaie de guerre que sont les bons communaux, et elle limitera au maximum les émissions de bons régionaux qui, eux, étaient impossibles à éviter. C'était les seuls moyens de paiement. En effet, dès la déclaration de guerre, les banques ont été fermées, la caisse de la poste est partie, l'argent liquide est vite dépensé pour se nourrir. Les revenus des rentes et des allocations de l'État n'arrivent plus. Les épouses de militaires sont sans ressources ainsi que ceux qui vivent de leur travail. Donc la commune ouvre des crédits pour les émigrés qui passent par Ursel, pour les bénéficiaires d'allocations, pour les femmes de militaires, pour les indigents. Bref, la commune avance ce qu'il faut pour que les gens puissent être ravitaillés, qu'ils puissent recouvrer des ressources après-guerre ou non. Donc c'est bon, cette monnaie sous forme de bons est la commune d'Ursel y adhère en 1915. En novembre 1915, une première émission de 4 millions de francs partagée par 176 communes. La part d'Ursel est de 12 328 francs 60 pour 435 habitants au recensement de 1911.
Et cette émission est très très vite dépensée. Le 16 décembre 1916, une deuxième émission de 12 millions de francs, la part d'Ursel de 30 336 francs 52 centimes est versée immédiatement à l'intendant militaire pour payer les denrées et les impôts. Donc l'usage des émissions de bons, quand Ursel est libre de le faire, en fait, c'est pour payer les impôts de guerre allemands. Évidemment, l'impression de ces bons a un coût, et elle est aussi à la charge des communes. L'exploitation du territoire et des hommes, les réquisitions. Ici, on a une photo qui représente une cloche de Saint-Quentin détruite. Et dans le journal de M. Alexis Dessein de Chaillevoix, le 27 décembre 1916, qui a été publié par la Société, M. Éric Thierry, il note « Confirmer, enlever les deux plus belles cloches d'Ursel ». De même, Madame Bévière, une femme du notaire, écrit à Paul qu'il faut considérer comme perdus les maisons et les bois. Les Allemands font abattre les arbres qu'ils envoient pour la plupart dans leur scieries, dans lesquels travaillent des civils et des prisonniers russes. Prisonniers russes qui avaient un sort particulièrement difficile. En février 1916, le commandant de la place exige à partir du 15 mars la fourniture de 140 œufs par semaine à 10 centimes à livrer tous les mardis. En réalité, il a fallu fournir 300 œufs par semaine. Et c'est la commune qui a payé les 10 centimes pour chaque œuf aux habitants. Il réclame aussi des draps. Le 24 septembre 1916, la commandanture exige 7 draps de 5 mètres carrés qui sont fournis par messieurs Natier et Doré, à qui on doit 32 francs. Ce ne sont que des exemples, la pression est perpétuelle. L'exploitation du territoire, les cultures du printemps 1915. Les Allemands qui ont fait planter et récolter du seigle, du blé, de l'avoine, des pommes de terre, de la luzerne, du foin, qui ont cueilli les pommes, envoient la facture de ces travaux à la commune et lui demandent 8 270 marks, soit 10 337 francs 50 centimes. Théoriquement, l'allocation des terres doit être, les Allemands prétendent payer l'allocation des terres, 12 065 francs. Ils font une retenue de 1447 francs pour le travail payé aux ouvriers par l'autorité, dont il ne faut pas oublier que c'est elle qui a récolté tout ce qui a été planté et ce sur quoi les gens ont travaillé. Reste dû aux habitants 10 617 francs. L'intendance allemande paye par reconnaissance de dette 8 204 francs 25 qui sont immédiatement affectés par la commune au paiement des frais de culture. La commune reçoit 2413 francs qui sont inscrits au compte des bénéficiaires et en fait sur leur compte de denrées. C'est-à-dire que ceux qui ont droit à un peu d'argent selon la surface de terre louée par les Allemands le voient affecté à leurs dépenses d'alimentation. En 1916, les indemnités de culture labourées et récoltées par l'autorité allemande sont soumises à un prélèvement de 20% pour assurer le paiement des denrées allemandes, farine et pommes de terre, dont l'achat est obligatoire. Et comme la commune d'Ursel avait eu la velléité de refuser ce prélèvement de 20%,
elle reçoit immédiatement une lettre de menace du Hauptmann Weber, disant que les communes qui n'accepteraient pas toutes les communes dépendant de la région d'Athis seraient exclues du ravitaillement. Qui résout le problème immédiatement. L'exploitation du territoire et des hommes, les contributions de guerre. Les contributions de guerre arrivent régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Les revenus de la commune en 1913 étaient de 6 410 francs et les dépenses de 6 309 francs. En 1915, les impôts allemands sont de 11 341 francs 25. En 1916, de 38 008 francs 185 pour un total de 49 349 francs 37 centimes. Ce qui sont des sommes énormes. La commune n'échappe aux impôts de 1917 que parce qu'elle est évacuée. Et donc il faut payer, on reçoive des commandements de payer, et ils le font. Et les Allemands mettent en vigueur l'impôt sur les chiens qui en France a été en vigueur de 1855 à 1974. Donc ils font payer de novembre 1915 à février 1916. Seuls les chiens d'attelage sont exemptés. En 1919, la perception de l'an réclame l'impôt sur les chiens de 1914. À Ursel et sans doute à d'autres communes, Ursel a refusé de payer. Je ne sais pas pourquoi. L'exploitation du territoire et des hommes, le travail forcé. Ça, c'est principalement, en grande partie, grâce à Maxime de Sart et à son enquête auprès des habitants d'Ursel. Un jour, ordre fut donné à tous les hommes d'Ursel de se réunir à la mairie où ils furent enfermés pendant plus de 2 semaines chaque jour. Ils devaient aller, encadrés de soldats, ramasser les pommes de terre sur le plateau de Monanteuil. S'ils optaient ensuite de pouvoir rentrer chez eux, le travail forcé continua de pratique courante. Et cette notation est confirmée par un courrier de Paul Marguerite. On n'a pas de date précise. Il ajoute ensuite: le maire recevait de l'autorité allemande l'ordre d'envoyer des équipes pour décharger le ravitaillement des troupes à la gare de Chaivet ou pour recevoir à Agny-Pinon des wagons de bois destinés au front. En novembre 1914, il fallut aller travailler à l'entretien des chemins à Ézy et Jouy. En juin 1915, réparer la montagne de Pargny et la route des Dames. En 1916, les Ursellois travaillaient à Pinon. Ils effectuent en fait des travaux d'aménagement, de baraquement, de voirie, de culture, aidés par des équipes d'ouvriers qui viennent de Lizy, Molinchard, Bourguignon à Ursel et qui reçoivent à Ursel leur ravitaillement. C'est pour ça qu'on sait d'où venaient les équipes de travail des communes proches. La variation des salaires est importante, elle va de 2,50 francs à 50 centimes. Les ouvriers sont envoyés à Monanteuil, Coucy, à Nizy-le-Château, parfois un jour ou deux, ici, à droite, sous le grand pavé, l'exemple de M. Thévenard qui demandait à être payé. Et que la commune a payé une partie de ce qui lui était dû. Monsieur Lambert, qui est balayeur, gagne de juin à décembre 1916 0,50 centimes, 50 centimes par jour, soit 212 francs. Il a 3 personnes à sa charge, soit environ 304 francs de nourriture pour ces 7 mois.
Et de juillet 1915 à mars 1917, la nourriture de sa famille a coûté 694 francs. Je vous fais grâce des centimes. Il est arrivé à payer 547 francs environ grâce à son travail. Et au moment de l'évacuation d'Ursel, au 31 mars 1917, il doit 147 francs. Il s'est quand même pas mal débrouillé. En fait, la commune reprend les bons de travail allemands et les inscrit au compte ravitaillement des gens qui ont travaillé et gagné de l'argent, moyennant un pourcentage pour la commune en prévision d'une période sans ressources. Parce que les Allemands remettent des bons de travail à ceux qui ont travaillé, mais ces bons n'ont strictement aucune valeur. Donc, c'est pour ça que la commune les reprend et inscrit au compte des personnes cette ressource, ce qui permet, comme on vient de le voir, que les gens n'aient pas trop de dettes à la fin de la guerre. Le coût par mois du ravitaillement est évalué en 1915 à 10 francs par mois. Il est relativement dépassé, comme on peut le voir relativement rarement dépassé, comme on peut le voir sur le graphique. En fait, il est dépassé surtout quand il arrive qu'il y ait un peu de viande. L'exploitation du territoire et des hommes, c'est aussi les problèmes d'hygiène et de nettoyage. Il s'agissait qu'il n'y ait pas d'épidémie qui se répande dans l'armée allemande. Et donc le conseil municipal est prié d'entretenir sérieusement les fontaines, et c'est ce qui est fait grâce au travail de différentes personnes qui fournissent des planches, qui fournissent ce qu'il faut, et qui seront dans l'ensemble remboursés du côté vers 1919-1920. Le balayage des rues, donc un balayeur est payé 50 centimes par jour. En revanche, la personne, le charroyeur des immondices qui transporte les immondices dans sa charrette, lui, est payé 1 franc par jour. Et on voit dans le compte du balayage des rues, de juin 1916 à janvier 1917, qui a coûté 153 francs, et pour lequel l'autorité allemande a estimé devoir 7 francs à la commune, c'est généreux, que monsieur le comte, le maire, participe à ces travaux de balayage en janvier et mars. Et je n'en ai pas la preuve, mais j'ai quand même le sentiment que c'était une sanction pour quelque chose qui aurait déplu aux Allemands, car monsieur le comte était passablement occupé dans toute cette période. S'habiller, s'éclairer et se chauffer. En novembre 1915, la région d'Atti, la structure administrative qui apporte à Ursel les denrées diverses, demande à la commune ce qu'elle voudrait. Donc la commune lui répond en demandant différentes pièces d'habillement, mais celles-ci finalement n'arriveront que très tard. En septembre 1916, quelques effets arrivent à Ursel. Ils sont vendus aux personnes qui peuvent payer pour 447 francs 60. La CRB reçoit en échange 187 francs 60, et les 260 francs restants servent à habiller 32 personnes sans ressources. L'usure des habits, l'usure des chaussures
l'usure de tout devait être immense, puisque le 7 janvier 1916, le conseil municipal écrit dans son registre de délibération qu'elle accepte les sabots venant de la CRB avec gratitude. Le 5 novembre 1915, la commune prévoit d'offrir à la population le charbon acheté à l'autorité allemande au prix total de 50 francs les 100 kilos. Ce charbon n'arrivera jamais. C'est seulement en janvier 1916 que la région d'Annecy annonce 2000 kilos de charbon pour les indigents. La commune estime que l'indigence frappe toute la population et décide de donner 5 kilos par personne et l'excédent aux écoles. Les écoles n'ont jamais cessé de fonctionner pendant toute la guerre, avec l'instituteur M. d'Abremont. Une demande du 5 novembre 1915 de pétrole, de bougies, de boîtes d'allumettes ne semble jamais avoir été satisfaite. La grande question que tout le monde se pose, qui sont sans nouvelles des Urcellois, des autres, et puis de tous ceux qui étaient en pays occupé, c'est ont-ils faim? Les réponses sont généralement non. Grâce au ravitaillement qui vient de l'Amérique, le pain quotidien arrive et il est payable après-guerre. La viande est rare, les terres sont cultivées, les habitants sont rationnés en légumes, mais ils ont ce qu'il faut. Du lait uniquement pour les enfants, les vaches sont réquisitionnées, pas d'œufs, du beurre aux cantines allemandes. Ceci cessera vite, car bientôt les Allemands n'auront plus grand-chose à manger. Et la personne qui répond ainsi à Paul, c'est Mademoiselle Bouly, qui était receveuse des postes d'Ursel, alors en résidence à Tourette-le-Vins, en Provence. Armand de Hédouville lui écrit « Nous n'avons jamais souffert de la faim grâce au ravitaillement américain favorisé par les Boches. » Un rapport du CRB écrit par Georges Gay et Henry Fischer en 1929 donne un résumé de ce qu'il souhaitait faire. Le CRB souhaitait apporter 2100 calories par personne et par jour, ce qui était déjà en dessous de ce qu'il fallait pour des gens qui travaillent, qui n'ont pas de chauffage, etc. Mais il n'arrive dans l'hiver 15-16 qu'à fournir 1855 calories, qui baisse encore en février-avril 1916 à 1650, tout simplement parce que les Anglais font le blocus, car ils estiment que nourrir les populations, c'est favoriser les Allemands. Des négociations finissent par les persuader que, avec la guerre sous-marine, les bateaux qui sont coulés, ça suffit déjà. La farine, le pain et le boulanger. Le boulanger d'Ursel est Monsieur Lim, qui n'aura... ils ont de la chance d'avoir un boulanger. Il y a des endroits où les boulangers sont partis, où personne ne sait faire le pain. Le boulanger Monsieur Lim assumera la fourniture en pain de toute la population, de tous ceux qui passeront par Ursel, qu'ils aient de l'argent pour payer ou pas pendant toute la guerre. La commune avait demandé le 5 novembre 1915 la fourniture de 266 grammes de farine par jour, par personne, pour obtenir 350 grammes de pain. C'est une quantité qui ne sera pas toujours atteinte. On voit sur la photo les sacs de farine qui arrivent à Rotterdam, aux Pays-Bas, venant des USA ou d'Amérique du Sud. Et ces sacs sont distribués ensuite. Les sacs eux-mêmes doivent être rendus pour éviter le trafic. On a aussi un contrat avec la CRB
visant à éviter les trafics aussi. Donc le graphique monte de gauche, montre la quantité de pain par jour, par période, et on voit donc que pendant, il y a peu de périodes où il soit vraiment en quantité importante et aussi haute qu'espérée. La CRB souhaitait une ration de pain de 300 grammes. On voit qu'elle n'est atteinte et dépassée qu'en octobre 1916. Et encore, si elle est dépassée en octobre 1916, c'est parce que le pain remplace la viande totalement absente. Les denrées de base, ça devrait être de la viande, mais ils n'en voient, les habitants d'Ursel n'en verront qu'une fois en octobre 1915 et tout à fait à la fin, en 1917, quand ils seront évacués à Chambry. Donc, le riz, le lard, qui est la principale source de protéines avec le pain, la graisse, le sel, le sucre, le café, et pour se laver et laver le linge, la soude et le savon. Le savon noir mou, qui au début était habituel, est interdit en février 1916 car il peut contenir des ingrédients utilisables pour des actions militaires, sans doute de la potasse et du sel. Donc le savon autorisé, ce sont les pains de savon blancs. On a ici la carte d'alimentation de Louise Béger et l'alimentation d'une personne de mai 1915 au 31 mars 1917 était de 173 francs 52 centimes. Louise Béger devait 17 francs 57, c'est donc qu'elle a pu travailler pour payer sa nourriture. Sauf le pain et le sel, tous les prix augmentent de 25 à 100% selon les denrées. Au moment du recul de la ligne de front, l'évacuation d'Ursel, qui est sous les bombes depuis le 12 avril, d'ailleurs 3 personnes vont mourir, l'évacuation d'Ursel se fait à partir du 14 avril 1917 vers Chambry. Bon, je renonce à essayer de vous montrer un peu. On est là dans l'arrondissement de Vervins, on a Chambry et là en bas, et vers la Belgique. Les évacués, en fait, à Chambry, ils passent un certain temps et tous ceux qui ne peuvent pas travailler sont diffusés principalement, d'abord pour commencer, dans l'arrondissement de Vervins, vers Aution, Ligny, Housset, etc., Rougerie, Saint-Chaumont, etc. Et en fait, parti en juillet 1917 vers Saint-Chaumont de Chambry, Louise Béger est à Francfort-sur-le-Main le même mois. Mais le 29 août 1917, on l'attend encore à Paris. Donc, le 20 avril 1917, 343 Ursellois sont à Chambry. On sait que du 11 juin au 10 juillet 1917, 65 d'entre eux séjournent à Rougerie. Le 12 juin 1917, 117 sont intégrés à Chambry qui gèrent leur ravitaillement. En octobre 1917, 65 encore quittent Chambry et quelques-uns en janvier 1918. En juillet 1918, tous les valides
qui viennent probablement de l'arrondissement, sont rassemblés à Crécy-sur-Serre pour aller faire les récoltes sur le plateau de Mât. Mais des bombardements les obligent à se réfugier dans les carrières et les récoltes n'ont jamais lieu. Ils sont évacués au moment d'une accalmie, peu à peu, et c'est arrivé dans l'église d'Arcigny qu'ils seront libérés le 7 novembre 1918. En octobre 1918, il ne restait plus que 43 Urcellois à Chambry et tous malades. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas partis travailler. Territoire dévasté, la carte montre bien, en rouge, c'est les zones les plus détruites, Ursel est dedans, en jaune, un peu moins, en vert, encore moins, et en bleu, normalement, la zone est indemne. Armand de Hédouville écrit « Tous les villages des vallées de l'Aisne et de l'Ailette et de la montagne les séparant sont par terre. La tour de Coucy en bas et foule de nos jolies églises a jamais disparu. Les bombes à Saint-Julien ont passé sur nos têtes, et Dieu sait combien la nuit surtout. Nous en avons entendu siffler. Mais pour nous, c'était du bruit sans effet. Et on s'y habitue très bien. Je compte bien rentrer au pays dès la guerre finie. Il faut donner l'exemple du courage, mais le pourrais-je, et sera-t-il possible de relever des ruines ? Certes, c'est le maire de Chaillevey et Royecourt, mais je pense que c'est un sentiment qui était très général dans toute cette zone. On a en bas une carte représentant la place du Calvaire avant d'Ursel et la place du Calvaire après-guerre. Destruction et perte des souvenirs. Marguerite de Menton écrit à Paul pour lui dire que sa maison a été incendiée et ensuite détruite pierre à pierre. On suppose que les Allemands ont dû trouver chez vous des papiers compromettants au sujet de l'importation ou de l'exportation d'Alain. C'est peut-être cela qui a provoqué les ordres des barbares contre tous vos propriétés, y compris les bois, qui sont des plus éprouvés. Il est vrai que les Allemands ont assez systématiquement détruit tout ce qui était industrie, qui pouvait servir à quoi que ce soit. Et Paul écrit « Ma maison d'Ursel a été brûlée avec tout son contenu. Mon vieux contremaître est mort, mes bois, mes pommiers ont été saccagés par les Allemands. » Il écrit ça le 25 février 1916. Il a été informé par un ministère français de ce qui s'était passé. Les gens d'Ursel rapatriés en France, on leur faisait raconter ce qui s'était passé. Donc, et les gens étaient informés. Et Madame Santu, qui était agricultrice à Ursel, lui écrit « L'épreuve vous poursuit, monsieur, car il est bien douloureux de faire le sacrifice de tous ces chers souvenirs. Votre maison, monsieur, était là-bas pour vous, une partie de la vie de monsieur votre père. Il semble parfois que l'épreuve soit au-dessus des formes humaines. » On peut remarquer que toutes ces personnes qui ont subi les mêmes désastres, qui ont subi des pertes de proches personnels, sont d'une grande dignité, plaignent Paul, mais ne se plaignent pas eux-mêmes. Je trouve leur attitude tout à fait remarquable. Le retour, les premiers habitants sont rentrés en février 1919. Ils ont trouvé le village tel qu'il se trouve actuellement, c'est-à-dire en ruine. C'est le nouvel instituteur, M. Buret, secrétaire de mairie, qui lui écrit. Et les maisons sont démolies, les pans de murs qui se tiennent debout menacent de s'écrouler. Aucun des blés n'est encore fait.
quelle tristesse de voir au milieu de ces ruines les habitants. Donc les habitants utilisent quelques moellons qui restent debout, quelques tôles pour faire des toits, et ils s'installent dans probablement dans leur cave, et les Allemands avaient percé aussi beaucoup de je vais sûrement le dire, de creux, de casemates, d'abris pour les soldats, les munitions, etc., en prévision de l'offensive de 1918. Donc ils avaient creusé la colline derrière l'église. Et donc on peut penser, ils avaient fait des travaux absolument énormes en 1917. Et on peut penser que ce qu'on voit ici, ce sont des récupérations. Et un ami de Paul Wolf, qui avait des propriétés dans l'Aisne aussi, lui écrit que son frère est allé à Vély comparaître devant la commission des dommages de guerre. Et il a fait à pied le trajet Parisis-Jouy, et il est encore en l'état primitif avec tous les restes de la bataille non déblayés jusqu'à des cadavres de chevaux. Et son frère a couché à Chavignon dans un village de Toile. Les dossiers de dommages de guerre sont énormes, particulièrement pour Paul qui a beaucoup de propriétés de toutes sortes, et donc il faut les remplir. Les architectes évaluent les dégâts, les coûts de reconstruction. Il faut faire l'état des meubles, l'état des propriétés. Les géomètres mesurent, il y a l'évaluation des arbres qui ont été criblés d'éclats ou coupés par les Allemands, et on voit que Paul avait beaucoup d'arbres fruitiers, souvent très anciens, on le sait, grâce à leur diamètre. Le retour à la vie, la reconstitution et la reconstruction. La reconstitution, c'est la reconstitution des foyers détruits. On voit l'Aisne dévastée. Les évacués ont droit à une allocation, mais qui sera supprimée en 1920. La reconstruction, c'est la reconstruction matérielle, et qui va, pour lesquels on fait des emprunts, et que le conseil municipal constate que l'arrêt préfectoral considère le village étant entièrement détruit et demande qu'il soit procédé à sa reconstitution selon les règles de l'hygiène avec tout le confort possible pour les habitants. Mais il désire que le village conserve sa physionomie primitive et qu'il y ait peu d'expropriations. Les expropriations coûtent cher. Et en octobre 1919, la commune adhère à la coopérative de reconstitution pour tout ce qui concerne les immeubles communaux. Et le 16 novembre 1919, M. Abbé, l'architecte, dépose le plan de reconstruction qui reçoit un avis favorable de la commune. Et on voit tout à fait en bas à droite une des dernières factures pour les denrées livrées pendant la guerre qui sont encore dues. En conclusion, Ursel a vu la perte de 19 soldats et de 4 civils pendant cette guerre. Elle a reçu la croix de guerre avec palme en 1920. Elle a élevé un monument aux morts représentant un poilu mourant couché par le sculpteur Jules Deschamps
née à Lille. C'est Maxime de Sart qui lui a créé son blason, que beaucoup de villes, de communes ont créé à ce moment-là, avec les fleurs de lys royales, la crosse de l'évêque et des urcéoles, des pots sur fond jaune, rappelant les zones sableuses d'Ursel. On ne pense pas que le nom d'Ursel vienne d'urcéoles, mais il y a eu des exploitations d'argile et de la fabrication de pots à Ursel pendant longtemps. La reconstruction, c'est la reconstruction de la mairie, c'est la reconstruction de l'église aussi. Je crois que j'ai fini. Ça va, j'ai fatigué tout le monde. C'est parfait. Qu'est devenu le maire d'Ursel, monsieur Lecomte? Pardon? Monsieur Lecomte, le maire d'Ursel, est-il devenu après la guerre? Eh bien, écoutez, il a été réélu plusieurs fois, ce qui est quand même très bon signe, car certains maires n'ont jamais été réélus. Et il a fini sa vie. Bon, c'est assez triste parce que son fils Charles a été tué dès octobre 1914, je crois. Bon. Mais c'est vrai que les Urcellois lui doivent beaucoup, comme à tous les conseillers municipaux et à tous ceux qui se sont battus pour eux. Est-ce que la Charlonie, il avait de la famille ou pas? Est-ce que la Charlonie avait de la famille? À Ursel? Non. Non. Pas de descendants? Il n'a pas de descendants. Ah, il n'a pas de descendants. Il n'a pas de descendants. Il était vieux garçon et il ne s'est jamais marié. Les femmes, ça coûte cher. Et puis il y avait des enfants handicapés dans sa famille et plusieurs. Et je pense qu'il n'a peut-être pas voulu renouveler ça, mais continuer. Pas voulu prendre de risques. C'est une question indirecte. Pourquoi y a-t-il des fleurs de lys sur le blason? Normalement, c'est réservé au roi de France, on va dire aux familles. Non, ce sont les armes de l'évêque de Laon. Ah, c'est juste les... Ah, il a le droit aux fleurs de lys aussi, d'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Venu m'aider parce que je ne sais plus comment faire. Alors, les personnes qui sont pas inscrites, les Bon, c'est pas si mal, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire.